Bonjour à tous, merci de regarder France Soir. Aujourd'hui, nous parlons de la peste éolienne. C'est le nouveau livre de Patrice Carr, ancien haut fonctionnaire. C'est publié aux éditions Hugo. Il vient nous parler d'à quel point l'éolienne n'est pas une si bonne idée pour la question énergétique en France. C'est un mot très dur et aujourd'hui, le débat est souvent biaisé à cause notamment des lobbies qui ont des intérêts économiques qui tirent la couette dans leur sens, ou les politiques qui essayent justement de se faire bien voir. Aujourd'hui, on va essayer de trouver où est la vérité dans ces défis de la vérité avec Patrice Carr. Bonjour. Bonjour. C'était important pour vous, ce livre, de revenir sur ce qu'était la question des éoliennes aujourd'hui, en 2021 ? Il y a 10 ans que je m'occupe des éoliennes et j'ai pensé qu'il y a un moment où il fallait faire le point. Et les éditions Hugo m'ayant proposé d'écrire un livre sur le sujet, j'ai sauté sur l'occasion. Vous êtes ancien haut fonctionnaire, inspecteur général des finances, et vous dites que c'est quelque chose qui aujourd'hui fait une déformation professionnelle de votre manière d'aborder le sujet. Déformation, j'espère que non, disons une formation. Et cette formation consistait notamment à lutter contre les gaspillages. Et donc j'ai été formé à ça. Et je continue, bien que retraité, il y a un énorme gaspillage l'éolien. Bon, c'est mon rôle, peut-être mon devoir, de le dénoncer. La peste éolienne, donc encore une fois, c'est un mot très fort. Est-ce que c'est comparable à une épidémie, sans vouloir faire de mauvaises comparaisons avec ce qu'on vit aujourd'hui? Pour vous, c'est une maladie, l'éolienne? Un peu, c'est une maladie de la pensée. On voit beaucoup de gens, peut-être de bonne foi d'ailleurs pour la plupart, qui cessent de raisonner. On leur a dit l'éolien, c'est bon pour la planète, ça va sauver la planète. Allez, ils suivent en rang serré et ils font confiance absolue à leurs mauvais bergers. Les idéologues dont vous parlez souvent. Les idéologues, qui sont d'ailleurs quelquefois peut-être de bonne foi, mais qui ont perdu toute notion de réalité, qui ne raisonnent plus. Comment est-ce qu'ils peuvent être de bonne foi si justement ils ne raisonnent plus? Comment Parce que leur faculté de discernement s'est altérée. Ce sont généralement des gens qui copient l'Allemagne. Vous pensez à qui, du coup, les idéologues? Oh, je vais pas citer de noms, mais vous les trouverez vous-même. Mais ce sont des gens dont le tort est de copier l'Allemagne. L'Allemagne qui se trouve dans une situation très différente de la nôtre, parce qu'elle a encore, je crois, près de la moitié de son électricité fournie par des sources thermiques mauvaises, charbon, lignite, qui est encore bien pire. Alors que l'Allemagne se soit précipitée sur les éoliennes pour essayer, et ça n'a pas été un grand succès, de réduire la proportion de charbon et de lignite, ça se comprend, ça peut se comprendre, malgré tous les défauts des éoliennes. En France, il n'y a aucune raison de suivre ce raisonnement, puisque nous sommes actuellement arrivés probablement au plus bas de la proportion des sources thermiques dans notre électricité. Les centrales au fioul, c'est fini. Les centrales au charbon, elles sont condamnées. Il en reste une ou deux, mais elles ne vont pas durer longtemps. Reste le gaz. Malheureusement, on est obligé d'en garder un peu, un minimum, pour compenser l'intermittence de l'éolien et du photovoltaïque. L'éolien est intermittent, il souffle il fonctionne quand il y a du vent. Et dans notre pays, en moyenne, une éolienne fonctionne à 24-25% de sa capacité. Ça veut dire que la plupart du temps, ou bien elle est à l'arrêt, ou bien elle tourne au ralenti. D'où la nécessité de se marier avec une autre source d'énergie qui est pilotable, c'est-à-dire qu'on peut appeler à tout moment, et actuellement, il n'y en a qu'une, hélas, c'est le gaz, qui est dit naturel, qui est néanmoins polluant, et non renouvelable. Alors quand on dit l'éolien magnifique, c'est propre, c'est renouvelable, d'abord c'est pas complètement propre à cause de la production, hein. Il y a beaucoup d'acier et d'aluminium dans l'éolien, beaucoup plus que dans le nucléaire par exemple, et puis surtout il y a ce mariage forcé avec le gaz qui lui n'est ni propre ni renouvelable, et du coup la belle robe blanche de l'éolien devient grise. C'est parce que pour chaque nouveau parc éolien, il faut une centrale à gaz pour pouvoir compenser au cas où le vent tombe? C'est pas aussi simple que ça, mais disons en gros, l'éolien fournit sur un quart de l'année, il faut trouver les 3 quarts ailleurs. Voilà à peu près le schéma. Hein.
simplifié. J'aurais dû poser la question beaucoup plus tôt. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup quand on interviewe des personnes qui viennent nous présenter ce genre de sujet, quels sont vos conflits d'intérêts? Est-ce que vous parlez librement quand vous sortez ce livre? Alors, je suis totalement libre, totalement indépendant comme auteur. Personne ne me paye, personne ne me dit tu vas faire ça, tu vas faire ci. Alors, je n'ai aucune relation avec EDF, hein, malgré mon passé ce que vous dites dans le livre, de fonctionnaire. Donc vraiment, j'ai le sentiment d'être indépendant. Alors on pourrait peut-être me répliquer que je suis intéressé parce qu'il y a un projet éolien non loin de ma maison de campagne qui est dans le Perche et que je combats avec énergie et difficulté devant les tribunaux. Alors à quoi je réponds? Que je m'intéresse à l'éolien depuis une dizaine d'années parce que je trouve que objectivement c'est un gros problème et la menace personnelle d'un promoteur éolien contre moi, elle a surgi il y a 3 ans. Donc, je n'avais pas attendu d'être attaqué pour dénoncer le danger. Vous dites, du coup, l'éolienne est coûteuse pour le citoyen. C'est d'ailleurs, en tant qu'ancien inspecteur général des finances, c'est important pour vous de faire attention aux dépenses du contribuable? Ah, bien sûr, il faut y faire attention. Alors, je crois qu'on a le choix dans l'immédiat entre 2 solutions. L'une qui est, à mon avis, la solution raisonnable, consiste à garder le plus longtemps possible les réacteurs de type ancien qui fonctionnent toujours. Et on a un exemple américain qui est tout à fait encourageant, c'est que d'après les Américains, qui sont quand même pas des fous, les éoliennes de ce type-là, ils ont les mêmes que les nôtres en gros, peuvent fonctionner jusqu'à l'âge de 80 ans. Ça veut dire que les nôtres pourraient tourner, si l'exemple américain est valable, encore 40 ans. Alors si elles peuvent tourner encore 40 ans, mais pourquoi aller chercher les éoliennes? On n'en a pas besoin. Ça, c'est la solution raisonnable. Vous dites qu'on se précipite, quoi, aujourd'hui. Alors, quand même, cette solution raisonnable a un coût. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les éoliennes vraiment durent encore les 40 ans. Et pour ça, il y a des travaux de sécurité, de perfectionnement, qu'on appelle le grand carénage et qui ont un certain coût, qui n'est pas négligeable. Bon, on a ça d'un côté. Et de l'autre côté, la solution déraisonnable, mais malheureusement c'est celle qui a été choisie, consiste à remplacer le plus possible de ces centrales nucléaires anciennes par de l'éolien et par du photovoltaïque. Alors ça coûte beaucoup plus cher parce que tout est à créer. Les centrales nucléaires, elles existent. Il faut les maintenir en bonne forme, elles existent. Là, il faut tout créer à partir de rien, y compris les routes d'accès, il y en aura dans toute la France. Le réseau pour les centrales nucléaires, il existe, les lignes à haute tension, elles existent. Là, il faut en créer partout, puisque on veut mettre des éoliennes dans toute la France. Et puis, il faut en plus avoir une force de secours, quand l'éolienne ne donne plus rien. Et cette force de secours, c'est des centrales à gaz. Alors, si on fait le total de tout ça, on s'aperçoit que sur la période actuellement programmée, à ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est 2018-2028, si on remplace, disons en gros, le tiers de notre potentiel nucléaire par de l'éolien et du photovoltaïque, on a un coût à peu près triple ou quadruple de celui qu'on a si on se contente de prolonger le nucléaire actuel. Et il y a le problème des 24% où justement les éoliennes ne fonctionnent en général à l'année qu'à 24%. 24% de leur puissance. Ou bien elles sont arrêtées, ou bien elles tournent au ralenti. Et il n'est pas très fréquent qu'elles tournent à plein. Et c'est en quoi c'est intéressant du coup de mettre une éolienne si ça fonctionne qu'à un quart de régime? J'aime à vous entendre. À quoi bon? À quoi bon? Alors, je pose juste la question. Oui. Alors la raison, c'est qu'on a dit mais l'éolien c'est magnifique, c'est propre et c'est renouvelable. Mais je viens d'expliquer. Encore les idéologues. Oui, ou les gens qui raisonnent trop vite, trop court, qui se fient à la première apparence. Oui, le vent, c'est vrai, c'est renouvelable et c'est propre. Mais on oublie de tenir compte de l'intermittence, du fait qu'il faut d'énormes quantités d'aluminium, d'acier, de béton pour chaque éolienne. On oublie tout ça. Il y a un coût écologique à la production de ces éoliennes. Oui, bien sûr. Alors, on a calculé que le coût en carbone, le carbone n'étant d'ailleurs qu'un des éléments de la pollution, le coût en carbone d'un kilowattheure éolien, uniquement le coût à la production,
était de l'ordre de 12 grammes par kilowattheure. Bon, d'après mes calculs, pour le nucléaire actuel, c'est 4 à 5 grammes, c'est quand même beaucoup moins. Coût à la production, hein. C'est d'ailleurs le carbone inclus dans l'investissement. Alors du coup, allons sur les solutions. Éventuellement, vous prenez davantage le nucléaire. Le nucléaire, par exemple, alors voilà, moi je suis pas expert sur la question, mais en tant que citoyen, ça m'embête de voir qu'on revend le nucléaire, les déchets, parce qu'il faut rappeler que le nucléaire produit des déchets que l'on ne peut pas supprimer. Alors vous dites qu'on peut les mettre à Bure, par exemple. Ouais. C'est assez intéressant. Sous une couche d'argile, on a les solutions pour les enterrer et les neutraliser. Alors je vais m'en expliquer. Okay. Les déchets, c'est pas tellement le problème de ceux qu'on vend, finalement on en voit assez peu, c'est le problème de ceux qu'on laisse en surface et qu'il faut bien se décider à enfouir. Et c'est ça l'objection numéro 1 qu'on fait actuellement au nucléaire, hein. On a largement cessé de dire le nucléaire est dangereux, Fukushima, etc. La France n'est pas du tout dans ce cas-là. Le risque est quand même pas très grand. Donc on nous objecte continuellement le problème des déchets. C'est pas l'avis de tout le monde. Il y a encore beaucoup de gens qui ont peur des centrales nucléaires. Mais ils sont mal. Je parle des gens un peu informés. D'accord. Les gens qui ont peur aujourd'hui, vous dites les gens qui ont peur du nucléaire ne sont pas informés. Ils sont mal informés. Et ils croient que Fukushima est un exemple transposable à la France. Alors qu'en France, il n'y a jamais eu de tsunami. Non, mais par contre, il y a eu d'autres accidents encore très récents. Beaucoup moins graves. Pas comparable. Okay. Pas comparable. Le tsunami n'a pas renversé les remparts de béton. Il a noyé le système de refroidissement. Bon, en France, le risque que ça arrive est jamais nul, mais très 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 faible. Donc l'exemple de Fukushima, je crois, doit être raisonnablement écarté. Alors j'en reviens. Le risque de Toulouse, qui était encore au début des années 2000, donc c'était pas du tout comparable, mais ça avait traumatisé des gens. Oui, bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Vraiment, ça a vraiment rien à voir avec le problème nucléaire. Alors j'en reviens aux déchets, donc qui est le point sensible actuellement. Le projet français à Bure, je crois que c'est dans la Meuse, consiste à enterrer les déchets les plus gênants, les plus actifs, à 500 mètres de profondeur, en dessous d'une couche d'argile assez épaisse. Et comme on est dans un pays pas du tout sismique, cette couche d'argile, on sait qu'elle n'a pas bougé depuis 250 millions d'années. Alors pourquoi, subitement, se mettrait-elle à bouger durant les quelques siècles ou même les quelques millénaires qui viennent? Donc je trouve que le projet de Bure, sans être spécialiste, je trouve qu'il est tout à fait raisonnable. Et il y en a un indice supplémentaire, c'est que c'est à peu près ce qu'on est en train de faire en Finlande. En Finlande, on fait quelque chose du même genre, qui est très avancé, qui est plus avancé que le projet de Bure, et personne ne proteste. En Finlande, tout le monde trouve ça très bien. Donc je serais vraiment très marri si l'agitation actuelle arrivait à empêcher le projet de Bure, qui est éminemment raisonnable. Les stations offshore, est-ce que c'est une solution pour vous ? J'aimerais bien, mais malheureusement... Alors, on rappelle pour ceux qui ne savent pas, pour vulgariser justement, ce serait de mettre des parcs éoliens au large, dans l'eau, peut-être pas l'océan, mais dans les mers, du coup. Oui, dans l'océan aussi. Alors disons, il faut distinguer celui qui est fixé au fond de la mer et celui qui est flottant. Alors commençons par celui qui est fixé au fond de la mer. Bon, on pourrait dire c'est moins gênant que l'éolien terrestre parce que c'est loin des côtes, ça va pas gêner les maisons. Mais en fait, c'est pas vrai parce qu'on s'aperçoit que les projets actuels sont à 10 km, peut-être 15 km. C'est quand même très visible. Je prends la baie de Saint-Brieuc. Il y a des endroits très beaux, Erquy, le Cap Fréhel. Les éoliennes vont venir à 10 km. Ça sera quand même extrêmement gênant. Bon, en plus, il y a les problèmes de la pêche. Les pêcheurs sont absolument furieux parce que ils ont peur qu'on fasse fuir les poissons, qu'on détruise les crustacés, parce que le fond des mers va être labouré. Et alors, au point de vue du coût, l'éolien en mer, pour le moment, c'est une catastrophe. À Saint-Brieuc, le coût est de 155 € le mégawattheure, c'est une unité de quantité, alors que pour le nucléaire en place dont je parlais il y a un instant, c'est 33 €, 33 au lieu de 155, et les 33 incluent les frais dits de grand carénage permettant de maintenir les réacteurs en bon état. Donc il y a un écart formidable qui sera payé par nous, contribuables. C'est désastreux. Alors pour parer à cette objection,
nos autorités ont dit, mais nous allons faire un projet absolument formidable et pas cher à Dunkerque, parce que Dunkerque, c'est la mer du Nord, c'est pas très profond, alors qu'à Saint-Brieuc et dans tous les autres endroits, le problème de la France, c'est que les mers côtières sont profondes et que ça change les coûts, c'est beaucoup plus cher qu'au Danemark ou qu'en Angleterre. Donc on va choisir la mer du Nord, Dunkerque, ça c'est pas très profond, et on va arriver à quelque chose de pas cher. Donc ils ont lancé un appel d'offres. EDF a gagné l'appel d'offres. Alors les mauvaises langues, je ne sais pas si elles ont raison ou tort, disent que les autorités ont tordu le bras à EDF pour qu'il se contente d'une rémunération pas très élevée, de façon qu'on puisse ensuite présenter tout ça avec des cris de triomphe. Donc on a eu 44 € le mégawattheure, ce qui est quand même plus cher que les 33 du nucléaire. Enfin, c'est pas trop mal. Malheur, le site de Dunkerque avait été choisi dans la précipitation. Il est très gênant pour les Belges, il est gênant pour la navigation. Les Belges ont demandé la remise en cause du projet. Vraiment, c'est du beau travail. Est-ce que vous pouvez nous parler de la loi de 2015 que vous jugez absurde, la loi sur la transition énergétique? À quel point est-ce que vous trouvez qu'elle influe sur nos décisions aujourd'hui pour l'éolien ou les autres solutions? Alors, ce qui est absurde, c'est d'avoir plafonné la part du nucléaire à 50% de la production, ce qui nous oblige à supprimer un tiers du potentiel nucléaire, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il pouvait encore fonctionner probablement pendant 40 ans. Donc la meilleure solution déjà, c'est d'attendre. Ben oui, la meilleure solution, ça aurait été d'ailleurs de ne pas supprimer Fessenheim, qui à mon avis a été une grande erreur. La centrale nucléaire. Et surtout, garder celles qu'on a, puisqu'elles peuvent encore longtemps servir. Si on les supprime et on les remplace par de l'éolien ou du photovoltaïque, aucun bénéfice pour le climat, il n'y aura pas un atome de carbone en moins, et puis des sommes astronomiques donc dépensées en pure perte. Mais en Fessenheim, par exemple, c'est un choix démocratique, ça. Donc vous critiquez Alors je ne sais pas s'il est démocratique, je crois que c'est surtout un choix qui a été fait à un haut niveau, et approuvé par des gens qui étaient probablement pas très au courant, et puis il y a eu une forte pression allemande. Nos politiciens n'étaient pas très au courant. Je pense qu'ils n'étaient pas très au courant. On est dirigé par des gens qui sont incompétents. Ils ont voulu suivre le mouvement. Est-ce qu'on est gouverné par des gens qui sont incompétents et qui sont entourés de personnes incompétentes au niveau énergétique? Est-ce que c'est ce que vous dites? Oui, enfin, je ne vais pas jusque-là. Je dis il y a certainement beaucoup d'hommes politiques qui ne sont pas vraiment informés et qui croient ce qu'on leur dit. D'ailleurs, c'est le cas du français moyen aussi. Et puis, il y en a d'autres qui comprennent peut-être un peu mieux les choses, mais qui font du suivisme, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'il y a un désir du public, des masses, d'aller vers l'éolien, d'avoir du propre, on va dire. Et ils ont tendance à suivre. Ouais. D'accord. Donc le public influe de manière nocive sur les décisions. Ah, évidemment, de manière et de bonne foi, mais les gens sont pas informés. Alors, mais par exemple, avec un livre comme ça, c'est très bien sourcé, tout ça, mais à quel degré c'est accessible pour tout le monde, pour le public? Est-ce que les gens ont le temps peuvent prendre le temps le soir après le travail de se cultiver là-dessus? Est-ce que c'est accessible à tous, le débat? Comment est-ce qu'on fait pour le régler? Alors mon livre ne fait que 160 petites pages. Il coûte même pas 10 €, à 9,95 €, donc tout le monde peut se le payer. Alors il est vrai que l'homme de la rue peut avoir du mal, mais j'ai distingué deux types de développement. Les uns qui sont assimilables par tous, et d'autres qui sont en petit caractère, mais chiffrage et autres, que l'on peut sauter. Bon. Cela dit, je suis bien sûr que le vraiment grand public ne lira pas ce livre, et c'est donc le rôle des médias comme le vôtre d'en dégager la substance et de la leur faire connaître. Avant de conclure, merci déjà pour ça, on va essayer. Juste avant de conclure, vous êtes très très dur sur le parti politique des Verts. Vous-même, vous jugez être vert, oui. Mais vous jugez même mal représenté du coup. Oui, alors moi j'ai la prétention d'être plus vert que les Verts. En ce sens, je suis d'accord avec eux sur une très grande partie de leur programme. Sauver les oiseaux, éviter de polluer les mers, ne pas arracher les haies, aller en avion le moins possible, empêcher la circulation des SUV. Mais je suis d'accord avec eux, hein, tout à fait, et je le dis dans mon livre. Ils commettent une erreur, une seule, mais elle est majeure, qui est de pousser l'éolien de manière inconsidérée
à tout va. Alors, ils se disent verts, mais en fait, ils agressent la campagne, ils agressent les paysages avec les éoliennes. Donc, moi, je dis, ils ne méritent plus le nom de verts, il faut qu'ils le rendent. Et qui s'appelle comment, du coup? Ils s'appellent comme ils veulent, écologue. Écologiste, c'est un anglicisme, et il faut qu'ils s'appellent écologue, mais pas vert, ils n'ont plus le droit à ce titre. Et ben voilà, si vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet, La peste éolienne, c'est paru le mois dernier aux éditions Hugo avec monsieur Patrice Cahard. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Mais je crois. Est-ce qu'il y a d'autres points? Non, vous avez dit l'essentiel. Très bien. Bon bah merci. Et vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça nous aide énormément. Et si d'ailleurs vous voulez soutenir Françoire, voilà, vos dons sont très importants pour nous. Vous trouvez la page de soutien sur francoire.fr. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Patrice Cahard. Merci à vous. À bientôt.